bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Aujourd'hui, NEC Plus Ultra est en Inde, histoire de prendre un peu de distance avec les dérapages négatifs de la planète luxe, de remettre les pendules à l'heure et de vous parler d'exceptions sommaires. Grâce à ces voitures, les Indiens roulent des mécaniques. Anne-Marie Monin, bonne élève de la Biennale des Antiquaires. Pour rester à la page, soirée au salon littéraire d'Anaïs Sassi. Point de suspense, la raison de notre présence à Bombay, ce concours d'élégance de voitures anciennes qui met en valeur le patrimoine automobile indien. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus qu'un défilé de belles voitures. Avec plus de 12 millions d'habitants, Bombay est la deuxième ville d'Inde. C'est un important centre d'affaires et la capitale du divertissement avec les studios de Bollywood. La cité a été choisie par un célèbre joaillier pour présenter ses bijoux mécaniques. Mais ici, ni or ni diamant, seulement du chrome et du cuir. Appartenant à des maharajas, des princes et des collectionneurs, ces automobiles sont très rarement présentées au public. Cartier a réussi à ouvrir les garages des riches familles indiennes. Un troisième concours d'élégance automobile marqué par des nouveautés. Cette année, on a introduit une catégorie de motos avec 3 classes, avant-guerre, après-guerre et les motos de course. L'occasion de découvrir des modèles rares. Ça c'est un Indien, c'est fabriqué ici en Inde. C'est un moteur à 2 cylindres, c'est fantastique parce que quand on pense ça, c'est la moto de 1912. L'exposition rassemble 25 motos construites entre 1910 et 1956. Autre nouveauté cette année. On a étendu la catégorie des voitures, on a 6 catégories maintenant. On a la Edwardian Class qui est tout à fait le début du 19e. L'histoire du joaillier des rois est jalonnée de références à l'Inde. Et il faut savoir que toutes ces voitures appartenaient à des maharajas, les mêmes maharajas qui étaient les clients de la maison Cartier. Donc c'est une très longue histoire entre l'Inde et Cartier qui remonte presque à un siècle. Ce concours prolonge cette histoire. Pour nous, ces voitures, quelque part, sont des trésors de l'Inde. Et Cartier, roi des joailliers, quelque part, ces voitures sont des œuvres d'art pour l'Inde. Donc il y a vraiment énormément de similitudes. Les voitures sont de grande valeur. Mais ce qui est important pour nous ici dans cet événement, c'est plus le côté héritage et préservation des trésors de l'Inde. Et c'est vraiment des valeurs qui sont importantes. Ce qui nous intéresse aussi, c'est tout le côté innovation. Et garder ce côté innovation tout en gardant son identité, c'est là qu'est le challenge pour Cartier aujourd'hui. Ce super champion se souvient. À l'époque, quand cette voiture a été construite, elle était plus rapide que tous les autres véhicules de course. C'est une machine très spéciale. Elle date de 1954. J'aime beaucoup cette voiture, elle était vraiment très rapide. C'est un modèle unique, comme beaucoup ici. Le style, le design et l'innovation sur un produit comme celui-là sont essentiels. Essentiels dans quel sens ? Que la beauté est toujours quelque chose de clé. Et ces voitures-ci sont des voitures que je ne définirais pas belles, je définirais uniques. Aujourd'hui, dans l'industrie automobile, on fait des voitures belles, mais on devrait reprendre l'élégance, la finesse de cette ère et la reporter dans l'ère du temps d'aujourd'hui. C'est sur ces critères que cet expert jugera les voitures. C'est un monde, un univers. Je pense que l'automobile, c'est quelque chose qui unit, c'est quelque chose qui rapproche et c'est quelque chose qui fait rêver et qui porte à rêver. Et les gens ont envie de rêver, les gens ont envie de voir du beau. Rêver, c'est l'objectif de ce rendez-vous. On a participé à mettre à la disposition du public et de nos invités un certain nombre de bijoux de la culture indienne qui n'étaient pas vus depuis longtemps. Le jury, composé de 16 experts, doit élire les plus beaux modèles. Il est dirigé par un prince amateur de vitesse.
toutes les voitures que vous voyez maintenant sont pour la première fois exposées au public. C'est-à-dire qu'ils étaient cachés dans la propriété quelque part de ces propriétaires et que pour des raisons variées, les propriétaires ne voulaient pas qu'elles soient vues comme ça en public. Et il a fallu beaucoup de persuasion pour qu'ils se rendent d'accord à l'idée de les présenter. Le jury a classé les voitures en 6 catégories. Certaines valent plusieurs millions, comme cette Rolls-Royce, fabriquée en 1934 pour un Maharaja. Cette voiture est bien plus qu'un modèle de luxe. C'est l'incarnation d'un héritage culturel et de tradition. Elle a été baptisée la star de l'Inde en hommage à un célèbre saphir. Voici la plus belle voiture du concours. Cette voiture date de 1935. Elle appartenait à mon grand-père. Je crois qu'elle vient de Jodhpur. C'est une voiture de famille. Elle a été utilisée pour les cérémonies par mon grand-père, mon père et moi-même. Les riches Indiens roulent alors pour l'automobile. Qu'à cette époque, des Maharajas ou des collectionneurs puissent faire venir des voitures aussi fantastiques et aussi prestigieuses en Inde, ça montre à quel point il y a eu ce côté plaisir sur les autos. Pas uniquement les Rolls, qui étaient un petit peu à l'anglaise, le produit vraiment indispensable, mais les voitures de course, les voitures de compétition, qui faisaient rêver complètement toute une génération de jeunes et de coureurs automobiles. Ce sont les symboles du progrès. Quand on voit une voiture comme ça rouler, c'est une œuvre d'art qui roule, mais c'est une œuvre d'art avant tout. C'est-à-dire que quand on voit la somme de génie humain qu'il y a dans chaque parcelle de cet objet, on ne peut qu'être admiratif. On comprend que les Maharajas aient abandonné leurs éléphants pour ces voitures. Avouez qu'il aurait été dommage que vous loupiez cet événement. Nous restons dans la tradition et dans l'élégance avec la plus sexy et la plus rock'n'roll des antiquaires françaises. Son domaine, le XVIIIe siècle. Mais vous allez voir avec quoi Anne-Marie Monin a ensorcelé la dernière biennale des antiquaires. Anne-Marie Monin n'a qu'un seul critère de sélection, l'exception. Depuis 1997, cette petite fille de commissaire-priseur a sa propre galerie à Paris. Elle participe régulièrement à des manifestations internationales, mais la biennale a toujours une saveur particulière. Ce qu'il y a de stressant dans la biennale, l'énergie qu'on doit déployer parce que c'est le salon le plus prestigieux au monde. Donc on présente des pièces qu'on ne voit nulle part d'autre au monde, donc qui vous imposent une sélection, un travail, une mise en scène et un investissement, évidemment, qui est très important. Chaque objet est choisi parce qu'il correspond d'abord à des critères de qualité et surtout parce que c'est mon goût. C'est avant tout mon goût que je présente à ma clientèle. Son goût, les meubles et objets d'art du XVIIIe siècle. Je présente un meuble en laque, française, des frères Martin, donc milieu du XVIIIe siècle, en vernis Martin, qui était à l'époque une entreprise spécialisée dans la copie des laques de Chine ou du Japon, afin de compléter les décors des meubles avec des panneaux en laque de Chine et du Japon que nous importions via la Compagnie des Indes. Vous allez pouvoir voir le travail du meuble à l'intérieur, qui est entièrement en marqueterie de bois de rose. C'est un meuble à secret. Voilà, comme tous les meubles précieux, là, c'est un bijou que nous présentons. Nous ne sommes plus dans le domaine des arts décoratifs du XVIIIe, nous sommes dans la joaillerie, la haute joaillerie du XVIIIe. D'époque Louis XV, ce secrétaire est une pièce exceptionnelle. Sur son stand, Anne-Marie Monin offre un aperçu de la richesse du mobilier du XVIIIe siècle. Donc j'ai des pièces plus classiques et j'ai des choses d'exception qui sont présentées, comme par exemple ce coffret en ambre qui est devant vous, qui est tout à fait exceptionnel. Nous en connaissons très très peu dans le commerce. Il est essentiellement présent dans les musées du nord de l'Europe. Donc il y a tout un répertoire d'ornements
classiques à cette époque-là, des épaulements en forme de courbe, des boules ici qui soutiennent à chaque angle l'architecture du coffret et des plaques en ambre qui sont chacune gravées. Comme tous les exposants de la Biennale, Anne-Marie Monin a dû se soumettre au contrôle d'experts, un gage de sérieux pour les acheteurs. Les expertises sont toujours un stress, forcément. Nous avons toujours peur que notre vue sur un objet ne soit pas partagée par l'ensemble d'une commission ou qu'il y ait des détails qui ne leur conviennent pas. Il faut que ce soit très beau, il faut que ce soit authentique. Donc il y a une sélection sur l'authenticité et sur la qualité des objets. S'il est beau, généralement il est bon. Et une fois qu'on l'a regardé, une fois qu'on a regardé esthétiquement, on peut rentrer complètement à l'intérieur du meuble, ouvrir le meuble, tirer les tiroirs pour voir si le montage est de qualité et s'il est bien d'époque, retourner le meuble. En le regardant, on doit déjà savoir s'il est d'époque ou pas. Les 99 experts de la Biennale vérifient la provenance, la qualité et la restauration des objets. S'ils ne sont pas satisfaits, les pièces peuvent être retirées du stand. C'est un véritable examen. Mais bonne nouvelle, Anne-Marie Monin a eu 20 sur 20. On est arrivé sur le stand d'Anne-Marie Monin et chaque chose, si vous voulez, a été inspectée. Et rien n'a été retiré. Ou même, nous n'avons modifié aucune étiquette qu'elle avait pu, si vous voulez, aucun descriptif. Cette femme a envie de se faire un nom sur le marché. Donc, comment vous vous faites un nom? Vous vous faites un nom par du sérieux. Donc, ce qu'elle vend, si vous voulez, c'est choisi, c'est trié, c'est expertisé et donc, si vous voulez, elle ne vend que des choses pures. Ici, le faux pas est interdit. Avec plus de 90 000 visiteurs en 2012, la Biennale est une formidable vitrine pour les antiquaires. Cet objet, je l'aime parce qu'il représente un travail, une renaissance des arts, période monarchie de Juillet, 1840, 1850, où nous reviennent au goût du jour les émaux du Limousin. C'est un coffre qui est attribué à l'atelier de Froment-Meurice, dans lequel vous avez donc émail, argent, émail, qui se soulève ici. Vous avez un sujet ici qui est tout à fait de la Renaissance, c'est Saint-Georges terrassant le dragon, et des pierreries composées de pierres semi-précieuses qui ornent le coffret sur chacune de ses faces. Elle connaît parfaitement chaque objet qu'elle a sélectionné. Chaque meuble a une histoire, chaque objet d'art a une âme, et nous sommes là pour en parler et pour continuer cette légende et ce mythe autour de chaque objet d'art. L'antiquaire n'est pas qu'un simple vendeur, c'est aussi le gardien d'une partie de notre patrimoine. Retour en France pour terminer ce moment d'exception. Je vous invite au salon d'Anaïs. Anaïs a choisi de promouvoir la lecture dans un esprit d'ouverture et très parisien et dans son propre salon. Rencontre. C'est une adresse connue de quelques privilégiés, des amoureux des lettres qui viennent dans ce grand appartement parisien pour partager leur passion. Régulièrement, elle reçoit un écrivain dans son salon. La modernité, c'est de pouvoir inviter des auteurs qui ne sont pas forcément accessibles, qui sont accessibles bien sûr grâce aux médias, mais les inviter justement dans un lieu où on peut leur parler, un lieu un petit peu plus intime qu'une librairie où on ne fait que dédicacer. Donc c'est ça la modernité d'un salon, c'est pouvoir allier effectivement quelque chose qui se faisait au XVIIIe siècle, ce partage d'idées, des gens qui se rassemblent, qui ont du plaisir autour d'un livre, qui rencontrent un auteur, un personnage. Et puis c'est comme un moment de magie qui se fait à chaque soirée. Ce soir-là, l'invité est un écrivain jardinier.
Ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir Alain Baraton, jardinier en chef du domaine de Versailles. Ce soir, vous nous parlez d'un dictionnaire publié chez Plon, le dictionnaire amoureux des jardins que vous avez tous entre les mains. Ce dictionnaire superbement documenté, écrit avec poésie et humour, nous livre votre philosophie, vos colères, vos marottes, et tel Caillebotte, le peintre des jardiniers, vous croquez au fil des lettres de magnifiques paysages des jardins d'aujourd'hui. Alors, ma première question, quels sont finalement les jardins pour lesquels vous avez une grande affection ? Un beau jardin, c'est un jardin qui procure de l'émotion, c'est un jardin que l'on quitte à regret. Si vous regardez votre montre et avez hâte de quitter le lieu, c'est que le jardin est raté. Si au contraire, vous aimeriez attendre le départ des gardes, de rester discret près d'un bosquet pour jouir à vous seul de la beauté des lieux, alors le jardin est réussi. Alors justement, on peut revenir sur la symbolique des jardins. Époque royaliste, époque de monarchie absolue, le jardin est à la française. Époque un petit peu de badinage et de questionnement Louis XV, le jardin devient paysager. Marie-Antoinette est une souveraine qui a besoin de liberté, le jardin sera champêtre. Regardez aujourd'hui les jardins de ville, ce sont des jardins ouverts sur le monde extérieur, ce sont des jardins de liberté où l'on s'échappe. Ce ne sont pas les jardins d'aujourd'hui en ville par exemple, ne sont pas seulement faits pour être beaux, ils offrent ce besoin d'évasion. Dis-moi ce que tu plantes, je te dirai qui tu es. Effectivement, le jardin aujourd'hui reflète le niveau d'une société. Après la présentation, les convives peuvent poser librement leurs questions. Un échange riche dans un lieu plus chaleureux qu'une librairie. L'auteur dédicace ensuite son ouvrage. Anaïs Sassi aime la grande littérature. Elle a invité Jean-Marie Roire pour son livre sur Napoléon. On pensait que tout avait été écrit sur l'empereur, mais l'académicien nous révèle sa part d'ombre, celle d'un homme ravagé par le doute. Ce soir est la 6e édition du Salon d'Anaïs. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir un de nos académiciens les plus connus, M. Jean-Marie Roire. Votre livre, Napoléon ou la destinée, nous livre un Napoléon méconnu, en prise avec ses doutes, ses faiblesses et ses désespoirs. Qu'on aime ou pas Napoléon, votre livre nous le rend proche et presque actuel. Ces 350 pages qui se lisent d'un trait le rend presque vivant, comme si à travers les siècles, l'histoire l'avait porté jusqu'à nous. Voilà. Alors ma première question, pourquoi Napoléon ? C'est que j'étais très amoureux d'une jeune femme qui était ravissante, qui était très belle. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, eh bien j'ai découvert un jour qu'elle me trompait. Et c'est à ce moment-là que, voyant que tout m'était bouché, que l'amour de ma vie me trompait, que j'ai commencé à me prendre pour Napoléon, parce que c'est exactement la situation de Napoléon, qui non seulement voyait son avenir bouché, mais en plus était trompé. Ce sont les origines de ma passion pour Napoléon. Et j'ai compris à ce moment-là que ce qui passionnait dans Napoléon, le lien que nous entretenions, c'était en fait à travers ses échecs. Ce qui est extraordinaire chez lui, c'est de voir comment cet homme, en face de l'adversité, reste impérial. Donc je crois que c'est ce que nous retenons de ces grands hommes, c'est à la fois cette grandeur qui est aussi bien dans les moments où le destin est contraire. Voilà, c'est ça, je crois, peut-être ce qu'on reconnaît à Napoléon, on sent la grandeur. L'académicien a apprécié les échanges avec ce public éclairé. Mon état d'esprit, en venant ce soir, c'était de passer un bon moment, essayer de sortir un peu de notre train-train quotidien, de sortir des petits problèmes mesquins, des notes du gaz, du fisc, de l'électricité, des problèmes ennuyeux de notre vie quotidienne, et pour essayer de s'évader dans le rêve par l'art et par l'histoire. Et avec Napoléon, justement, l'histoire devient de l'art. Contrairement aux idées reçues, les jeunes aiment encore lire. J'estime qu'on a perdu le goût de la littérature en tant que jeunes, et c'est très important de leur montrer que la littérature est juste une source d'inspiration et très importante pour notre culture, et qu'on peut la découvrir grâce à des salons littéraires qui sont à la fois passionnants et une manière de rencontrer le lecteur de
façon beaucoup plus personnelle, donc du coup de s'intéresser à son œuvre de façon beaucoup plus personnelle. Avec Anaïs Sassi, le salon littéraire reste à la page et devient un art de vivre à part entière. C'est hélas déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde, sur tv5mondeplus.com ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. Le salon Maison et Objets est, pour les amateurs de jolis intérieurs, un véritable bonheur. Avec plus de 2000 exposants, le choix est difficile, mais voici nos coups de cœur, Dôme et Haviland. C'est l'union de deux fleurons du savoir-faire français. Fondée en 1878 à Nancy, l'entreprise Dôme fabrique des objets en verre et en cristal. De Salvatore Dali à César en passant par les Lalanne, la marque s'est offert le luxe de collaborer avec plus de 350 artistes. En 2009, la cristallerie Dôme est rachetée par le groupe détenant Haviland. Cette manufacture de porcelaine de Limoges a été créée en 1842. Ici, l'art de la table n'a jamais aussi bien porté son nom. La société a un nom bien français, Le Bouquet, mais elle vient d'Italie. Béatrice Carmazzola est française, elle l'a fondée en 1987. Elle propose un vaste choix de décorations marines et florales. Ici, tout est réalisé selon des méthodes artisanales. La créatrice sélectionne avec soin ses matières premières. C'est la fine fleur de la décoration.